milieu du XVe siècle apparurent les premières histoires au sujet d'un démon nommé Dracula. Cet homme qui vécut au XVe siècle était un seigneur de guerre qui régnait sur ce qu'on appelait à l'époque la Valachie, c'est-à-dire la Roumanie actuelle. De son vivant, il avait la réputation, qui lui a survécu depuis, d'être un monstre assoiffé de sang. Dans toutes les villes européennes, les gens se réunissaient pour entendre les derniers épisodes de l'histoire de Dracula. Ces histoires nous sont parvenues par le biais de pamphlets qui semblent avoir connu un grand lectorat dans toute l'Europe. Il s'agissait de récits regorgeant de détails sordides et qui relataient les choses épouvantables qu'il avait commises. Cette littérature avait quelque chose de nos tabloïds actuels. On accentuait le côté sensationnel, parce que les choses les plus horribles sont celles qui se vendent le mieux. Page après page se succédaient les détails sordides qui décrivaient l'horreur des événements. Comment les gens étaient empalés, découpés en morceaux, comment leurs têtes étaient utilisées comme légumes. L'iconographie est particulièrement terrifiante. Mais le plus important, c'est que certaines de ces histoires avaient pour base des faits réels. Ne gaspille pas tes forces. Qui est là? Où est-ce que je suis? Chut. Où est-ce que je suis? En enfer. Non, tu sais que c'est faux. À qui est cette demeure? Pourquoi ne lui dis-tu pas? Il veut savoir où il se trouve. Pourquoi ne lui dis-tu pas? Dis-le-moi! Tu n'es pas en enfer, mais tu vas vite souhaiter t'y rendre. Tu préféreras avoir affaire au diable qu'à ce satané tas de merde. Tu vas nous faire tuer. Morts, nous le sommes déjà. Il s'agit juste d'une mort lente. La principale source de nos informations sur Dracula vient de l'expérience de 3 hommes d'église. Frère Hans, frère Michael et le plus jeune et historiquement le plus important, le jeune novice Jacob. Ces 3 moines ont croisé le chemin de Dracula. Et ça s'est très mal terminé. Quelles sont ses intentions à notre égard? Je l'ignore. S'il voulait nous tuer, il n'aurait pas attendu pour le faire. Il a tué des catholiques par milliers. Alors pourquoi pas nous? Il tue les catholiques. Il tue tous ceux qu'il désire tuer. Il souhaite peut-être simplement nous rencontrer. Si c'est ce qu'il veut, c'est encore pire. Pourquoi? Tu devrais raconter à frère Jacob ce que Dracula a fait aux Turcs. Quel Turc? 2 Turcs furent envoyés par le sultan. Pour Vlad, c'était l'opportunité de faire la paix avec son redoutable ennemi, Mehmed, dont l'empire musulman avait le pouvoir d'écraser la Valachie d'un simple geste. Les ambassadeurs turcs avaient voyagé depuis le cœur du territoire ottoman jusqu'à la cour de Vlad III. Lorsqu'ils s'agenouillèrent devant Dracula, ils inclinèrent la tête en signe de respect. Mais ils gardèrent leur turban. Pourquoi? Ils n'ont pas le droit. C'est leur coutume. Pour Vlad, c'était un signe de mépris. Et que leur a-t-il fait alors? Oh,
permis de garder leur turban. Et à dire vrai, il prit soin que personne ne leur enlève. Alors, toujours envie de rencontrer Dracula ? Si j'étais prisonnier dans le donjon de Dracula, enchaîné à un mur, je serais effectivement très inquiet. Quand vous avez un pal juste devant votre cellule et que vous pouvez le voir en permanence sous vos yeux, c'est que ce pal a été placé là délibérément sur les ordres de Vlad afin de vous infliger une pression psychologique maximale. Placer un pal devant la cellule, c'est une menace explicite. On vous montre l'instrument de torture pour qu'à chaque fois que vous le regardez, vous vous dites « Oh non, pitié ». C'est une menace omniprésente, beaucoup plus concrète. Le supplice du pal est une méthode de torture et d'exécution particulièrement pénible. Je ne crois pas qu'on puisse réchapper du pal. Je ne connais aucun cas de personne y ayant survécu. Lorsque Vlad devint gouverneur de la Valachie, il existait une rivalité entre différents groupes autoproclamés qui revendiquaient le trône. Ces groupes étaient constitués de boyards qui représentaient la noblesse. La première tâche de Vlad sera d'éradiquer ses ennemis et de ramener ses hommes dans le rang. Pour commencer, Vlad essaya de mener une politique intérieure très dure, afin de montrer sa détermination. Et l'une de ses stratégies favorites, c'était d'empaler les gens. L'empalement est une technique économique puisque du moment que vous avez des arbres, vous pouvez avoir des pieux. Les arbres doivent être ni trop épais ni trop fins. Il suffit d'enlever les petites branches et voilà, vous avez votre pieu. Le pieu ne doit pas être trop pointu. Dans ce cas, la pointe déchirerait les organes vitaux et la personne mourrait trop vite. Le but recherché est au contraire que la personne meure lentement. L'extrémité est enduite de graisse. On allonge la victime à terre. Puis on enfonce le pieu le plus profondément possible dans l'anus. Et pour finir, on redresse le pieu. En général, la victime glisse alors lentement sur son piquet. Dans le meilleur des cas, la personne meurt d'un choc circulatoire, c'est-à-dire que la circulation sanguine s'arrête, on perd connaissance et on meurt. C'est une mort relativement rapide. Dans d'autres cas, la victime reste là-haut à mourir lentement. Parfois, le pieu ressort quelque part. D'autres fois, il ne ressort pas du tout, mais quand il le fait, ça peut être n'importe où, dans le dos, sur le côté ou par devant.
C'était une technique qui exhibait les victimes en leur donnant un aspect impuissant et ridicule. Il ne s'agissait pas seulement de tuer quelqu'un, mais de montrer à tout le monde « c'est moi qui ai le pouvoir, cette personne n'est plus rien, alors du balai ». Vlad l'Empaleur a été surnommé ainsi en raison de son habitude à empaler ses ennemis. On peut considérer qu'il avait comme une obsession pour cette forme de torture et d'exécution. Pour en comprendre les raisons profondes, il faut se pencher sur son enfance. Vlad et son frère Radu ont été livrés par leur père Vlad Dracul, alors gouverneur de la Valaquie, aux Turcs, qui les ont gardés comme otages.